Monsieur le député, merci beaucoup, parce que vous avez réussi à rendre simple quelque chose qui est d'une assez grande complexité, mais pas complexe pour tous les acteurs, visiblement, depuis un certain nombre d'années. Donc, le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole? Monsieur le député. Bien, je remercie naturellement le rapporteur pour la qualité de son rapport. Néanmoins, je suis le député de la circonscription dans laquelle se trouve cet aéroport. Donc je suis naturellement directement intéressé par ce qui peut s'y dire. Alors je crois qu'il faut rappeler effectivement que c'est une situation particulière, spécifique, unique au monde. Et elle a fait l'objet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le rapporteur, d'une convention de 1949. Et cette convention, elle fonctionnait très bien. Il y avait quelques incertitudes au niveau social, on a pu les lever, l'ancien monde a quand même fait un peu de travail, et nous avons réussi effectivement à obtenir un accord de méthode qui a été co-signé par le ministre du Travail à l'époque, M. Xavier Bertrand, et l'ensemble des partenaires pour sécuriser au niveau du droit social. Dans le domaine fiscal, tout allait bien. Il n'y avait pas de question particulière. Il a fallu que le précédent gouvernement remette en cause les données acceptées par la Convention de 1949 en voulant appliquer à toutes les entreprises sur le site de l'aéroport de Bâle-Mulhouse la fiscalité française. Et automatiquement, ça a semé une panique généralisée à la fois auprès des entreprises qui ont tout simplement menacé de quitter l'aéroport ou de ne plus investir. Et vous savez, on est à 60 km de Zurich, on est à quelques centaines de kilomètres de Genève. Et donc ces entreprises, elles étaient prêtes à partir pour certaines. Ce n'était pas simplement du chantage, c'était vraiment une réalité, une menace. Et puis, ils ont bloqué naturellement leurs investissements. Donc il fallait effectivement trouver un compromis. Et donc la Convention, c'est ce compromis. Alors moi, je me réjouis, bien sûr, et je souhaite naturellement que cette Convention soit acceptée, soit votée. Néanmoins, il y a des incertitudes. Alors, dans le domaine fiscal, il faut espérer maintenant que définitivement les choses sont clarifiées. Les entreprises, Bruno l'a rappelé, elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de visibilité. J'espère que cet accord le leur apportera. En revanche, pour les collectivités locales, c'est une perte sèche, importante. On l'a rappelé à l'instant, 3,2 millions de compensation. À un moment donné, les bases de 2015, déjà ce qui a été réalisé en 2016 et en 2017, on a posé la première pierre il y a quelques semaines d'une grande entreprise dans le domaine de l'aménagement des avions, Jet Aviation, une première pierre d'un nouvel atelier de quelques 8000 mètres carrés, tout ce qui a été réalisé en 2016 et en 2017 n'est déjà pas pris en compte. Et donc on n'a plus le côté dynamique qu'avait la fiscalité auparavant. Et donc les collectivités voient effectivement ces 3,2 millions bloqués définitivement, sauf bien sûr révision éventuelle de cette convention. Mais néanmoins pour les collectivités, pour le département, pour la commune de Blotzheim, d'Ézinc, de Saint-Louis, pour la communauté d'agglomération, il n'y a plus d'impôt dynamique. Et puis le deuxième risque, on le connaît tous, les élus locaux, enfin il n'y a plus d'élus locaux avec le non-cumul, mais néanmoins les maires qui sont peut-être encore dans cette salle, moi j'en fus pendant 35 ans, savent que les dotations, à un moment donné, on vous dit déficit, dépenses publiques, etc., etc., et on diminue les reversements. Donc il y a un deuxième risque, c'est qu'un jour on nous dise des 3,2 millions, ils deviennent 3 millions, ils deviennent 2,8 millions. Donc il faudrait sécuriser quand même ces dotations pour les collectivités, parce que pour elles, je le répète, c'est une perte sèche. Mais globalement, c'est quand même par rapport à la situation dramatique que nous avons vécue il y a quelques mois, je le répète, c'était la panique généralisée pour les élus, pour les entreprises. Je rappelle qu'il y a, vous l'avez rappelé, il y a 6 800 emplois directs, il y a quelques 25 000 emplois indirects. C'est devenu le 3e aéroport de Suisse, après Zurich et après Genève. C'est devenu le 5e aéroport français. C'est donc un enjeu considérable. Et comme nous sommes dans un coin frontalier, nous avons quand même chaque jour quelques 30 000 travailleurs frontaliers qui traversent la frontière pour trouver du boulot. Il ne s'agissait pas de remettre en cause le dynamisme de cet aéroport. Donc je suis rassuré, en partie rassuré seulement, mais j'espère que la discussion que nous avons et la discussion que nous aurons le 18 décembre prochain permettront, ces deux discussions permettront de rassurer l'ensemble des acteurs, à la fois politiques, mais aussi économiques, de cet important aéroport. Et je remercie le rapporteur, encore une fois, pour la qualité de son rapport. Monsieur le député, vous voulez répondre maintenant à votre collègue? Peut-être sans défendre qui que ce soit, le point de départ justement de ce que vous citez, ça a bien marché jusqu'en 2009. Et en 2009, on ne peut pas accuser un gouvernement particulier, c'est au contraire un contrôle fiscal qui a été déclenché dans la zone.
sur une entreprise de secteur douanier suisse qui a affirmé que le droit français fiscal s'appliquait à toute la zone du secteur. Et donc on a passé d'une situation de lacune de droit à une situation de risque fiscal élevé pour les entreprises en cause. Et de fait, la majorité se sont mises en règle avec le fisc français, mais une autre partie, on l'a vu, n'ont plus investi, ou en tout cas retardé leurs investissements. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, en 2013, la Direction générale de l'aviation a essayé de faire rentrer donc la fiscalité aéronautique française sous droit de trafic suisse. C'était une revendication légitime de la DGSC, on l'a vu tout à l'heure, qu'elle ne percevait aucun droit justement à Bâle-Mulhouse, et en contrepartie des missions d'intérêt général, comme le contrôle aérien. Et il y a eu une telle levée de bouclier qu'elle a dû y renoncer. Donc on voit qu'il vaut mieux en tout cas un accord de cette nature-là que laisser prospérer une situation d'incertitude. Alors peut-être un point sur les collectivités locales. Effectivement, je l'ai dit même en préambule, c'est le point certainement le plus délicat. Il faut au contraire parier sur le regain d'activité, sur le développement de cette zone, avec de nouveaux personnels, de nouveaux habitants, et puis de nouveaux développements commerciaux pour que les collectivités aux alentours prospèrent également. Ensuite, sur les points de 3,2 millions, il s'agit d'un accord international. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que l'on pourrait commencer à rogner sur ces 3,2 millions. L'accord international, il doit être respecté à la lettre. Il ne peut pas, c'est pas un accord français qui pourrait, dans un budget 2018-2019, évoluer, puisque c'est un accord international signé par 2 pays. Donc respecté à la lettre. Mais il n'augmente pas non plus. En théorie. Mais il va augmenter certainement par l'activité nouvelle autour de l'aéroport. Et on l'a vu, il y a les 3/4 de l'activité qui va en secteur suisse, avec une fiscalité égale en secteur suisse et français, ce qui est le cas maintenant. Ça va permettre peut-être de compenser et d'avoir un secteur français qui se développe plus rapidement. Merci beaucoup. Laetitia Saint-Paul. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué que l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'avait pas acquitté l'impôt sur les sociétés en France, donc de 1949 à 2015. Donc est-ce que cet accord fait table rase du passé et on s'assoit sur 66 ans de passif? De passé, oui. Je vais peut-être prendre d'autres questions qui iront, à mon avis, dans le même sens. Joachim Sonforger. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur le rapporteur, merci pour la qualité de vos explications. En effet, un sujet complexe. Comme député des Français, la 6e circonscription de l'étranger, qui inclut donc essentiellement la Suisse, je me félicite en fait d'une issue assez rapide finalement suite aux négociations parfois complexes qui ont précédé cette ratification qui est prochaine. En tout cas, je souhaiterais juste la remettre dans un contexte qui est celui de la bonne relation franco-suisse et qui, sur le plan de la mobilité et de la mobilité transfrontalière et des bassins d'emploi, est vraiment, je dirais, un très bon signe. Il y a eu d'autres signaux précédents, la visite récente de la présidente de la Confédération, qui ont permis aussi d'arrondir les angles, je dirais, sur le plan de l'échange d'informations fiscales, avec des espoirs d'aller plus loin en termes de coopération économique et en termes de mobilité dans d'autres régions, sur l'ensemble de la région frontalière. Donc j'entends les réserves qui sont émises en termes de compensation pour vos territoires, et je pense qu'il faudra tout à fait être vigilant, je dirais, parce que simplement il y a un dynamisme, il y a une fluidité, on voit que le nombre de voyageurs a nettement augmenté, il y a des choses qui peuvent être, je dirais, non pas figées, mais en évolution constante, qui nécessiteront une attention concernant ces mécanismes compensatoires. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mortaille Brozerson. Oui, l'OCDE a fait des préconisations sur l'érosion des bénéfices et donc ce genre de choses, ce qu'ils appellent le BEPS. Et une de ces préconisations, c'est la mise en place systématique de systèmes d'échange automatisé de données entre les institutions fiscales dès lors qu'il y a des accords de ce type. Or, en faisant la lecture de cet accord précisément, je n'ai pas vu mention de la mise en place de tels échanges. Merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon. Il y a plusieurs points. Le rapport est très précis, on est arrivé à comprendre d'un coup de quoi il est question, ce qui n'est pas un mince exploit compte tenu du fait que ce n'est pas par hasard que ces situations sont embrouillées. L'embrouillé a bien profité. Et je trouve d'ailleurs assez curieux qu'on dise que ça a bien marché jusqu'en 2009. Bah oui, ça marchait très bien, ils ne payaient rien. Alors comme ça, c'était parfait. Ah bah oui, d'accord, mais enfin, ça, c'est pas une bonne... Nous, on est en charge de l'intérêt général.
Et il faut que ce que nous décidons ici et à chaque moment soit conforme à l'intérêt général et au principe constant de notre propre droit, qui lui n'est pas marchandable. Il arrive que dans certaines circonstances, on délègue à une autre autorité le fait de promulguer des règles et de les vérifier. C'est le cas pour l'Union européenne. Mais là, il s'agit d'autre chose. On discute avec un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui est frontalier avec nous, qu'on aime bien, mais qui, par ailleurs, est quand même une place forte de l'évasion fiscale mondiale. Hein, il suffit d'aller à l'autre aéroport pour s'en rendre compte. Il n'y avait pas grand chemin à faire. On descend de l'avion, on va de l'autre côté, c'est là que se trouve le hangar, on a son coffre, on ouvre, on pose et on repart. On me l'a raconté très bien. Et par conséquent, la Suisse est un pays qui pose de nombreux problèmes. Voilà. Donc, première chose, moi je pense qu'on ne va pas la ratifier comme ça, donc il faut qu'on puisse en discuter et qu'on puisse en parler en plénière. Pas pour attenter au rapport de notre collègue, qui est très bon, mais parce que c'est l'occasion de reparler de la présence sur nos frontières de ce paradis fiscal qui se rit des règles, des règles que nous appliquons et qui font que certains de nos compatriotes trouvent intérêt à passer la frontière, et non des moindres, hein, pour s'exenter de leurs devoirs fiscaux à l'égard du pays. Bon, après, moi je comprends que localement, on s'inquiète, hein, ça c'est tout à fait normal, mais je voudrais faire remarquer à mon collègue que dans son inquiétude, il y a quelque chose qui est commun à toutes les collectivités de France et de Navarre. C'est que la taxation locale a perdu sa dynamique et son principe fondateur pour le développement économique local, j'ai dû en connaître, depuis que tout fonctionne par dotation globale qui transite par la décision de l'État. Autrefois, on faisait autrement. Les quatre vieilles, comme on disait, hein, les quatre vieilles taxes n'avaient pas que des inconvénients. Elles étaient aussi la possibilité pour des élus locaux de conduire d'une manière plutôt que d'une autre le développement local. En région parisienne, nous avons connu ça, la différence entre ceux qui acceptaient des entrepôts chez eux et ceux qui mettaient des normes et des règles qui permettaient d'avoir plus de valeur ajoutée. Alors, les 3,2 millions, j'ai entendu la réponse du rapporteur, mais pardon, en France, les recettes ne sont pas préaffectées dans le budget de l'État. Donc s'il est prévu qu'il rentre 3,2 millions, à moins qu'il soit versé directement par je ne sais qui, si c'est dans la comptabilité et dans le budget du pays, les 3,2 millions, ils seront versés selon que le gouvernement décidera ou non de les verser. Parce que s'il décide de ne plus les verser, tout accord international dont il est question là, tout ça, ça n'existe pas. C'est quand même les règles de la comptabilité publique et du budget de l'État restent les mêmes. Donc je comprends que le collègue ait quelques inquiétudes et pour faire l'oiseau de mauvais augure, je lui annonce qu'il a raison de se méfier. Hein, parce que c'est ce qui va se passer. On n'a jamais vu... Ah non mais attendez, les gouvernements se suivent et se ressemblent. Hein. Chaque fois qu'ils passent une recette, elles volent en escadrille, hein, donc on les abat. Bon. Donc vous avez en effet à craindre. Par contre, notre collègue a bien dit que clairement une zone d'attractivité développe autour une certaine dynamique. Donc vous ne serez pas que perdant. Mais ne rêvez pas, les 3,2 millions, vous ne les verrez pas longtemps. Voilà, donc je propose que ça soit mis en débat, hein, en plénière. Voilà, c'est un bon rapport, c'est un bon sujet, une belle occasion pour nous de nous exprimer sur ces fiscalités transfrontalières. Monsieur le député, je reviendrai sur la question de la procédure à la fin de notre débat. Joachim Sonforger et puis Jean-Luc Reiser, si vous voulez redire encore un mot ensuite, et ensuite le rapporteur. Oui, Joachim. juste parce que mon camarade et ami Jean-Luc Mélenchon digresse un petit peu sur la situation des Français de Suisse. Alors je vais me permettre de répondre à la digression également, parce que je souhaiterais préciser rapidement, que le type d'expatriation a bien changé, qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui partent plutôt pour leur expertise dans le cadre de leur travail, qui ne vont pas dans le cadre d'optimisation ou d'exil fiscal. Et puis pour ceux qui sont partis, il y a lieu de se poser les questions de la façon de favoriser leur impatriation. À l'heure où certains acteurs européens jouent des coudes pour savoir qui aura le régime le plus déloyal pour attirer les plus riches, au minimum, ce qu'on fait, là on sera peut-être pas d'accord, c'est que je pense que les mesures incitatives qu'on est en train de créer vont permettre la réimpatriation de certains capitaux, mais que je pense que le raisonnement, il doit dépasser un raisonnement uninational et qui doit être un raisonnement au minimum européen, voire plus large. Et donc sur l'aspect des modes de discussion pour ce rapport, moi je serais pour
je dirais qu'on fasse les choses simplement, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse justement des digressions en hémicycle qui puissent aller nuire à la bonne relation franco-suisse qui vit de belles heures en ce moment. Voilà, merci. Merci beaucoup. Jean-Luc Reiter. Oui, moi je vais aller un peu dans le même sens. Je crois qu'il ne faut pas être caricatural. Il y a eu des évolutions quand même importantes au niveau fiscal et au niveau transparence fiscale dans les relations entre la France, la Suisse et puis l'Union européenne. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. En plus, les services font leur boulot, hein, qu'il s'agisse des services fiscaux, qu'il s'agisse de la douane, qu'il s'agisse de la police de l'air et des frontières. Et de temps à autre, effectivement, il y a des gens qui se font attraper, mais essentiellement dans le domaine du trafic de la drogue ou le trafic des armes, le trafic de temps en temps des cigarettes, mais très peu en matière fiscale, parce que les choses se sont quand même beaucoup assainies. Ensuite, je veux simplement rappeler aussi que la Suisse participe de manière assez exceptionnelle au développement économique de tout le secteur des trois frontières. Je rappelais tout à l'heure que 30 000 personnes, tous les jours, du seul département du Haut-Rhin, vont travailler tous les jours en Suisse, et notamment à Bâle, avec la chimie, la pharmacie, etc. Et puis, la Suisse reverse des sommes colossales. Par exemple, le tramway qui va être inauguré là, le 9 décembre prochain dans la ville de Saint-Louis, qui est quand même la 3e ville du département du Haut-Rhin, est en grande partie financé par la Suisse, qui finance des infrastructures, qui participe à des investissements des collectivités alsaciennes. Et donc les retombées, M. Mélenchon, pour la France, parce que c'est une chance aussi d'avoir 30 000 chômeurs en moins, et les retombées pour la France sont assez exceptionnelles et assez remarquables. Alors moi j'ai dit tout à l'heure, oui, ça fonctionnait bien, parce qu'il y a 6 800 emplois, parce qu'il y a 125 ou 130 entreprises qui se sont installées autour de l'aéroport, et que les retombées, je le rappelais tout à l'heure, c'est de l'ordre de quelques 25 000, 27 000 emplois indirects ou directs qui sont générés par cet aéroport. Donc si on fait le bilan depuis 1949, croyez-moi, avec les infrastructures qui ont été réalisées autour de cet aéroport, avec le dynamisme dont il fait preuve, avec les retombées pour les collectivités locales, je pense que la France a été très très largement gagnante. Voilà mon sentiment. Et ce n'est pas simplement parce que cet aéroport est dans ma circonscription, mais je pense que comme citoyen français, on ne peut que s'en réjouir, parce que c'est aussi une chance pour notre pays et pas simplement pour le secteur des trois frontières. Merci beaucoup, monsieur le député. Jean-Luc Mélenchon. 2 mots, par les temps qui courent, il faut les peser chacun un à un. Donc je voudrais bien affirmer que je n'ai pas proposé de fermer l'aéroport. Je ne pense pas que les personnes qui passent la frontière sont toutes des fuyards du fisc, et je n'ai rien contre la Suisse en particulier. Au contraire, son chocolat me va très bien, et le Jura suisse m'a toujours plu. Bon, ceci étant posé, pour qu'on se comprenne bien, tant mieux, prospérez et voisinez bien. Et je suis d'accord avec mon collègue Sonneforger que on ne doit pas perdre de vue que nombre de nos compatriotes passent la frontière, ce qui des fois est dommage, mais passent la frontière pour y faire leur métier dans des hauts domaines. J'ai la réponse. Ça s'appelle l'impôt universel. C'est la seule manière d'arrêter la course à « je vais ailleurs parce que ça coûte moins cher ». Et si vous voulez que je vous en cite au moins, c'est notre ancien collègue sénateur dont j'ai oublié le nom, mais dont vous pouvez voir la photographie dans tous les hôtels Ibis si jamais vous descendez à l'hôtel Ibis. Parce que celui-là, il est passé de l'autre côté et il a affiché clairement pourquoi y aller, pour payer moins d'impôts ou pour ne plus en payer. Donc voilà, c'est seulement cela que j'ai voulu dire. Et je pense que la réponse, j'ai essayé d'y répondre concrètement, c'est l'impôt universel. Après, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, il y a une réponse concrète et il ne faut pas croire que nous n'avons qu'à ouvrir les mains vers le ciel en attendant que ça tombe. Merci beaucoup. Bruno Fuchs. Alors, je pense qu'un accord entre deux parties doit intégrer les enjeux des deux parties. On a quand même été obligé de faire cet accord. Enfin, je dis on, c'est pas moi, hein, avec des Suisses. De fait, il y avait quand même des Suisses dans la négociation. Donc, il a fallu intégrer leur point de vue. Et je rappelle quand même que les sociétés qui vont opérer sur le secteur suisse vont payer l'impôt sur les sociétés au prix français, au tarif français. Donc, il fallait aussi, de leur point de vue, imaginer la contorsion neuronale d'un Suisse qui va payer un impôt sur les sociétés au taux français. Donc, bon, on n'a pas, c'est pas, d'une part, et de l'autre, on va quand même dégager beaucoup plus, plus de recettes fiscales pour l'État qu'on en avait avant.
Et quand vous dites qu'on ne payait rien, non, il payait quand même pas l'intégralité des taxes. Hein. Quand M. Mélenchon dit qu'on ne payait rien, si, il y avait quand même une partie de recettes qui arrivait dans les caisses de l'État. Hein. Ce n'était pas rien non plus. Sur l'échange des informations, là, on est avec un pays qui est la Suisse, qui est en train de se mettre en conformité. Et je pense que dans les mois, années qui viennent, on pourra justement procéder à ces échanges d'informations informatisés. Mais pour l'instant, on est lié à la volonté et au rythme des Suisses qui sont plus rapides qu'ils n'ont été à une certaine époque, mais ils ne sont pas encore mis aux normes et au niveau sur ce sujet-là. Sur les 3,2 millions, peut-être avez-vous tous les deux un peu trop d'habitude de la politique, mais moi, naïvement, je pense qu'un accord international signé entre deux pays est suffisamment fort pour engager le budget de l'État. Et quand bien même cela ne serait pas le cas dans les gouvernements précédents, ou en tout cas dès 2018, puisque vous annoncez effectivement des augures peu favorables, les collectivités seraient certainement légitimées à engager des procédures contre l'État français sur la base de cet accord. Donc bon, là on est déjà dans la fiction, mais enfin en tout cas dans l'élément de long terme. Mais à mon avis, cet accord international a au moins valeur de loi, voire un peu plus au regard des tribunaux, si ça devait être le cas. Ensuite, sur le débat, moi, je ne suis pas certain qu'il faille un débat sur ce sujet-là en hémicycle. Je m'adresse à Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet, votre proposition de débattre. C'est un débat sur la place de la Suisse dans l'Europe, oui, bien évidemment. Mais là, ce serait prendre finalement en otage ce rapport pour engager un débat plus large. Voilà mon sentiment sur votre proposition.